C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour la tribune des éditos, ce grand rendez-vous de votre télévision Truth TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les analyses et aussi les commentaires des différents médias. Pour cette tribune du jour, il sera question des analyses sur l'Alliance des États du Sahel qui a été créée le 16 septembre dernier et en seconde partie d'émission, il sera question de la tenue de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Et pour le décryptage de ces différentes actualités, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Nous avons Albert Nagrego, il est directeur de publication du journal en ligne libreinfo.net. Aimé Kobo Nabaloum, rédacteur en chef du journal Le Reporter, est avec nous. Nous avons Michel Nana, rédacteur en chef délégué aux éditions Le Pays. Et enfin, Daouda Kinda, journaliste au journal Le Quotidien. On se souvient que le 16 septembre dernier, les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger ont porté sur les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel, ainsi à travers une charte qui regroupe ces 3 pays du Liptako gourmand. L'annonce d'une nouvelle vision sécuritaire du Sahel a ainsi été donnée. Pourvu que le rêve ne meure pas dans les sables du désert, c'est d'ailleurs le titre de votre édito, Michel Nana. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Nous avons regardé le contexte dans lequel cette alliance a été mise en place et en regardant le contexte, nous avons cité entre autres la crise sécuritaire qui sévit dans les 3 pays, et il y a aussi la pression de la CEDEAO sur le Niger et qui a fait que il y a ces 3 pays, je vais parler du Niger, du Burkina et du Mali, se sont coalisés pour faire un front anti-CEDEAO. Voici le contexte. Quant à l'analyse de la création, je veux dire comment nous apprécions la création de cette alliance. On s'est dit que pour ce qui est de la crise sécuritaire, c'est une très bonne chose que ces États qui se retrouvent quand même confrontés au même phénomène puissent coaliser leurs forces afin de faire face aux défis sécuritaires qui leur incombent. Maintenant, nous demandons est-ce que cette alliance aura la baraka qu'il faut pour pouvoir apporter la réponse qu'il faut à la crise sécuritaire, quand on sait qu'il y avait déjà une alliance qui existait, le G5 Sahel, qui pratiquement est mort. Et nous espérons que cette alliance-là, c'est pas nous seulement, même la population, espère que cette force endogène qui a été créée entre les 3 pays-là, que cette force-là va apporter les réponses aux problèmes sécuritaires que nous vivons. Pendant ce temps, nos confrères du journal Le Quotidien, eux, estiment que l'Alliance des États du Sahel constitue une solution endogène dans la lutte contre le terrorisme. Effectivement, nous sommes partis du fait que les 3 pays cités, le Mali, le Niger et le Burkina sont dans un contexte particulier marqué par les attaques terroristes. Le Mali, le Burkina, le Niger, pratiquement chaque jour, et des personnes sont tuées, d'autres blessées, d'autres contraints à quitter leur localité. Et compte tenu du fait que dans ces pays également, il y a des transitions, donc ça fait que ces pays-là sont isolés. En commençant d'abord par le Mali, ensuite le Burkina et tout récemment le Niger qui est isolé, et les dirigeants même de ces pays-là, pour sortir même de leur pays, c'est compliqué. Et Michel Nana a parlé tantôt de G5 Sahel qui avait été créé par les 5 pays, donc les 3 que j'ai cités précédemment, en plus du Tchad et de la Mauritanie. Mais tout le monde sait comment est-ce que le G5 Sahel n'a pas pu décoller comme il le fallait. Donc le G5 Sahel est pratiquement mort aujourd'hui depuis le retrait du Mali, donc et le Burkina aussi, qui est dans une dynamique où on n'est plus trop prêt à s'engager dans ce G5 Sahel-là. Mais est-ce que l'Alliance des États du Sahel va réussir là où le G5 Sahel a échoué, notamment sur le plan
des financements, parce que le G5 Sahel avait du mal à réunir les fonds nécessaires pour faire fonctionner cette structure-là. Mais là, avec cette alliance-là, l'innovation, c'est que c'est sur financement endogène. Ces trois pays-là vont mutualiser non seulement les efforts sur le plan militaire, mais également sur le plan économique pour faire fonctionner la structure. C'était la différence avec le G5 Sahel, où c'était la France qui était chargée de mobiliser le financement, et vous voyez que beaucoup de pays étaient réticents. Il y a d'autres pays qu'on voulait même intégrer dans le G5 Sahel, mais qui étaient réticents parce que c'est la France qui pilotait. Donc, avec le Mali qui s'était retiré, est-ce qu'on peut toujours parler du G5 Sahel? Non, le G5 Sahel est devenu une coquille vide, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne pratiquement plus. Mais la nouvelle alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est ça maintenant la dynamique des trois pays. Et pour contrer non seulement les attaques terroristes, mais aussi les rébellions à l'intérieur de ces pays-là. Ces pays vont se prêter main forte, et nous pensons même que dans notre contexte-là, avec l'isolement de nos pays-là, il faut une alliance forte pour que la dynamique enclenchée sur le plan militaire là, puisse avoir du tonus, puisse répondre aux objectifs visés. Et bon, on attend de voir ce que ça va donner, mais on pense déjà que c'est déjà un pas qui va permettre d'atteindre les objectifs. Alors, Emena Baloum, dans la forme, qu'est-ce que vous pensez de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel? Alors, dans la forme, déjà, ce qu'on peut dire, les confrères l'ont dit, les deux confrères l'ont dit, que ce soit l'analyse du journal Le Pays ou que ce soit l'analyse du journal Le Quotidien. Moi, je dirais que le contexte qui peut en tout cas sortir donc du lot, c'est que les trois pays certes sont dans une situation donc de transition, et font également face à un défi commun qui est celui donc du terrorisme qui assaille donc ces trois pays là. Mais moi je dirais beaucoup plus que ça ressemble, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une zone, comment on appelle, c'est une alliance pratiquement naturelle. Naturelle dans ce sens que, d'abord, il y a la zone donc du Liptako Gourma. Il y a aussi dans l'histoire le Liptako qui était également un espace donc pratiquement commun à ces trois pays-là. Sur ce plan, je dirais que véritablement, il n'y a pas de nouveau. Mais le contexte qui peut sortir de l'eau, à mon avis, c'est les sanctions de la communauté internationale, si vous voulez, de la CEDEAO qui planent sur ces pays-là. Et surtout, le coup d'État du 26 juillet 2023, intervenu donc au Niger, avec les menaces donc d'action pour réinstaller le président Bazoum. On a vu que des pays comme le Burkina, le Mali ont signé des communiqués communs, ou en tout cas il y a eu des réactions donc des personnalités des autorités de ces deux pays-là, qui ont fait savoir que si la CEDEAO ou une quelconque structure entendait intervenir militairement au Niger, les deux pays, en tout cas, prêteraient main forte donc, au Niger. Donc, en créant donc cette alliance, je me dis que c'est une situation qui devrait pouvoir, c'est une structure qui devrait pouvoir avaliser les prochaines actions, les futures, je dirais même de probables actions, donc, que ce soit de la CEDEAO ou de la communauté internationale en termes d'intervention. Soit dit, on se prémunit, on se met plus ou moins
à l'abri, je peux dire, on se met à l'abri, on veut coaliser nos forces, nos énergies pour que, s'il y a une probable intervention, qu'on puisse, au nom, comme leur charte le dit, au nom donc du soutien revendiqué dans cette charte-là, qu'on puisse aller au secours donc du Niger qui pourrait être frappé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce que je crains véritablement, parce que quand on lit la charte, c'est véritablement on veut se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme, aller vers des questions donc de développement, même si les questions de développement paraissent plus ou moins secondaires à mon avis, parce que c'est surtout l'insécurité, donc pallier à une éventuelle intervention donc de la CEDEAO ou de la communauté internationale pour réinstaller le président Bazoum. Voici plus ou moins ce que je peux dire par rapport au contexte. Mais je dis, c'est une alliance qui est à saluer. Parce que avant, certains pouvoirs disaient que les terroristes fuyaient d'un pays à un autre. Maintenant, qu'il y a une alliance, au moins la zone des 3 frontières techniquement doit être beaucoup plus sécurisée. Ça, au moins, on doit s'attendre à ça. Les premiers résultats probables. Au-delà donc d'agiter une éventuelle contre-offensive donc de la communauté internationale ou de la CEDEAO là. Au-delà de ça, les premiers résultats qu'on doit voir, c'est que la zone des 3 frontières doit être beaucoup plus sécurisé. Mais si on va plus loin, il y a la zone des 3 frontières. Mais il y a que vous prenez un pays comme le Niger qui partage ses frontières avec d'autres pays qui ne sont pas véritablement très bien assis. Quand vous prenez la frontière avec le Tchad, qui fait face au terrorisme, membre du G5 Sahel, mais n'est pas membre de l'Alliance des 3, ça devient un peu compliqué. D'accord. Albert, l'Alliance des États du Sahel, ils se sont dotés d'une charte de l'IPTACO. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte-là, justement? C'est un cadre juridique qu'ils ont mis en place. Oui, naturellement, c'est une bonne chose de se mettre ensemble. Maintenant, dans le fond, j'ai toujours dit dans la mise en œuvre, c'est là qu'on va rencontrer certainement des difficultés parce que tout ce qui pourra faire dans le cadre de l'Alliance nécessite également de l'argent et c'est que tous ces 3 pays aujourd'hui économiquement sont très affaiblis, que ce soit le Mali, le Burkina ou le Niger sont économiquement affaiblis et quand vous êtes affaibli économiquement également, c'est difficile de faire face à l'ennemi. Rien qu'aujourd'hui pour sécuriser la frontière entre le Niger et le Mali et le Burkina, c'est énorme, ça demande de gros moyens en termes de ressources humaines, en termes également de matériel, en termes de moyens de surveillance du territoire aussi et en termes aussi de personnel d'appui et tout. Maintenant, on est dans un contexte où il ne faut pas croire que seulement les 3 pays on peut réussir. Non, parce qu'au-delà de ces 3 pays, il faut des relations, il faut des coopérations, parce qu'aujourd'hui, l'acquisition même du matériel militaire, il faut naturellement que vous soyez en bon terme avec d'autres partenaires qui sont capables de vous les fournir. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Mais on a l'impression que c'est une charte également pour dissuader aussi l'autre camp, notamment la CEDEAO et la grande puissance comme la France, qui aujourd'hui est hors du Mali, du Niger, du Burkina, mais que ces pays redoutent parce qu'ils se disent que c'est un pays qui a la capacité aujourd'hui de revenir d'une manière ou d'une autre pour déstabiliser encore ces pays-là. Donc, il y a la France, il y a la CEDEAO de l'autre côté, et en même temps aussi, il y a les rébellions qui sont en train de véliter des rébellions qu'on voit au Mali avec la SEMA qui reprend, et puis au Niger également les menaces aussi des rébellions avec le conseiller de Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, tout ça, ça fait inquiéter quand même ceux qui sont au pouvoir. Et dernièrement, enfin, il y a aussi comment on consolide notre pouvoir de transition. Parce qu'aujourd'hui, on n'est jamais suffisamment bien assis pour espérer diriger pendant 2, 3, 4, 5 ans. Donc, il faut également des artifices pour consolider aussi le pouvoir. Parce qu'à la fois, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe au Mali, le Burkina peut intervenir. De même que s'il y a quelque chose qui se passe au Burkina, le Mali peut porter secours, tout comme au Niger. Donc, c'est une manière aussi de consolider leur pouvoir aussi. Et on se pose bien la question maintenant, à quand la fin des transitions? Je posais tout à l'heure la question à Daouda Kinda. Quel peut être l'avenir du G5 Sahel qui était presque inexistant ces temps-ci?
Non, il faut reconnaître que le G5 Sahel c'est fini parce que là, depuis le retrait du Mali, le Mali c'était officiel, mais le Burkina, on a vu que le dernier sommet à N'Djamena, le président Ibrahim Traoré n'est pas allé, il a envoyé une mission conduite par le ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly. Mais après ça également, on a vu que la Mauritanie et le Tchad ont tenté de faire ramener le Mali, mais ça, ils n'ont pas pu. Et même le Niger avec Bazoum ne croyait plus au G5 Sahel parce que c'est lui-même qui l'avait déjà dit, je crois, c'était lors d'une visite au Nigeria que le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. Donc aujourd'hui, il est convaincu que le G5 Sahel était un instrument qui n'a plus sa performance ou les ambitions de départ. Au Burkina, je crois que les autorités aussi étaient arrivées à ce stade qui ne croyaient plus. Parce qu'une chose dans la lutte contre le terrorisme, c'est que beaucoup de pays ne croient pas aux forces multinationales. Ils croient beaucoup plus aux partenaires bilatéraux. C'est-à-dire que le Burkina se voit mieux à l'aise de s'élever, traiter avec le Niger, pour mener des opérations offensives, ou avec le Bénin, ou avec le Mali, que de se retrouver dans un cadre multinational, de forces multinationales, parce que c'est trop lourd. Il faut du personnel, il faut des décisions qui soient prises de l'autre côté là-bas. C'est difficile à gérer et ça ne répond pas à l'urgence. Alors, Aimé Nabaloum, je reviens vers vous. Quand on prend l'article 6 qui dit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties, qu'est-ce qu'on met dans le panier? C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou même en cas de coup d'État dans l'un des pays, l'autre peut intervenir? Moi, j'ajouterais éventuellement une intervention donc de la CEDEAO. Je pense que c'est bon, au risque de me tromper, c'est surtout cette menace donc d'intervention de la CEDEAO au Niger là, qui a, à mon avis, pas précipité, en tout cas, ça fait en sorte que les choses sont allées beaucoup plus rapidement, donc dans la création donc de cette alliance. Et c'est clair également que si le Burkina dit aujourd'hui aux deux autres pays, le Mali et le Niger, qu'il a une difficulté quelconque qui ressemblerait à une agression, il est clair que sur la base de cet article, les autres pays vont devoir intervenir. Mais il faut bien faire la distinction des choses. Dans de telles conditions, il y a des parties de souveraineté qu'on cède au profit donc de ce regroupement-là, au profit donc de cette alliance. Sur ce plan, ce n'est pas suffisamment clair. Est-ce à dire que si il y a un coup d'État, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, l'un des trois pays doit pouvoir envoyer une force pour enrayer ou en tout cas faire échouer cet éventuel coup d'État? Si c'est le cas, il vous souviendra également que l'actuel président nigérian Bola l'avait évoqué, il faut une force anti-coup d'État. Donc, si plus ou moins on avalise l'idée du nouveau président de la CEDEAO, le président Bola donc du Nigeria. Ça veut dire, c'est pas dit expressement coup d'État, on extrapole plus ou moins, mais s'il y a un coup d'État au Burkina et qu'il y a une force nigérienne ou malienne qui veut intervenir, est-ce que ça entre dans le cadre donc de cette charte de l'Alliance? Le débat va se poser. Mais la spécificité des coups d'État, c'est quand ça échoue que ça pose problème. Quand ça réussit, malgré les tentatives donc de l'empêcher, quand ça réussit, il n'y a pas autre solution. C'est de nouvelles autorités qui vont s'installer et qui vont vouloir donc s'imposer. Moi, je comprends cet article-là comme les actions terroristes essentiellement à l'intérieur des autres pays, ce qui pourrait amener le Burkina à faire officiellement appel, sur la base donc de cet article-là, faire appel au Niger, aux forces armées nigériennes, faire appel aux forces armées maliennes, donc pour
pour l'aider si on n'a pas donc, par exemple, récemment, il y a eu des événements où il a été dit que l'armée, les forces aériennes maliennes ont intervenu dans une attaque sur le territoire burkinabé, ce qui n'est pas véritablement mauvais en soi, parce qu'au moins, il y a des vies qu'on sauve. Mais bon, le cadre, plus ou moins, peut justifier cela. Mais les questions donc d'intervention de la communauté sous-régionale, comme la CEDEAO, ou d'un coup d'État à l'intérieur donc du pays, moi, ça me laisse un peu perplexe. Parce que ce qui se dit également, ce qui se lit également dans cette charte, c'est qu'elle reconnaît l'existence de la CEDEAO et de la communauté internationale. Ouais. Tout à fait. Alors, Michel Nana, quelle est votre compréhension de l'article 6 ? Qu'est-ce qu'on met dans le panier ? Moi, je vais être clair. Moi, je pense, ou du moins, j'ai l'impression que cet article a été sciemment écrit pour le cas particulier du Niger. C'est l'impression que j'ai. Et l'esprit, moi, j'estime, c'est de mettre en garde la CEDEAO pour une éventuelle intervention au Niger. Tout court. Les autres questions qui viennent, c'est juste de l'habillage. Parce que déjà, nos armées de part et d'autre se portent secours. Peut-être à un moment donné, avec le Niger, c'était compliqué, mais on se rappelle que plusieurs fois, à maintes reprises, on a vu l'armée nigérienne, on a vu l'armée malienne, même burkinabé, mène des actions de part et d'autre des frontières. Donc, naturellement, ça suffisait. Maintenant, je pense que pour ce qui est du cas du Niger, il y a une solidarité entre putschistes, entre pouvoirs militaires, ce qui fait qu'ils avaient besoin d'un cadre légal pour pouvoir supporter ce coup. Je pense que c'est ça. Et pour cet article 6, de façon précise, c'est pour le cas particulier du Niger. Parce que quand on prend le cas du Mali, la CMA et autres, mais je ne pense pas que ce soit le Niger ou le Burkina, je ne pense pas que nous puissions envoyer des soldats pour combattre la CMA. Et ce, en plus que ce sont des Maliens qui sont à l'intérieur, ce sont des Maliens, et c'est un groupe d'autodétermination, et je vois mal des militaires burkinabés et nigériens débarquent à Bamako pour combattre des Maliens qui luttent pour soi-disant leur indépendance. Pourtant, l'article 6 dit qu'une agression engage un devoir d'assistance et de secours. C'est ce que je vous dis. C'est une façon de créer les conditions pour que les régimes qui sont en place puissent porter secours. C'est tout à fait ça. Et c'est aussi, moi je pense, une façon de pouvoir se prémunir contre les éventuelles déstabilisations à l'intérieur. Et je crois que mon voisin a déjà fait l'analyse. Et si on y prend garde dans l'application, ça risque d'être désordonné parce que les interprétations sont nombreuses. Et donc, pour que cette alliance soit utile à l'ensemble des trois pays, pour que cette alliance n'est pour objectif que de préserver l'intérêt général des populations de ces trois pays-là. Je pense que dans l'application, les acteurs là doivent faire preuve de rigueur et surtout éviter les mélanges des gens. D'accord. Vous dites également dans votre édito qu'il faut craindre qu'un éventuel autre bouleversement dans l'un des trois pays vienne enterrer l'union. Bien entendu, parce que pour que cette union puisse exister, on parlait des G5 Sahel tout de suite, si le G5 Sahel a disparu, c'est parce que ceux qui étaient là, le pouvoir civil qui menait la baraque, qui menait le bateau, qui assurait le leadership de l'existence de ce G5 Sahel-là, tout le monde a été décaillanté pratiquement. Je parle de Rock, je parle de Ibeka, le Tchad, ils sont partis. Donc, de la même manière, si ceux qui ont créé l'alliance-là, cette alliance-là, si ils ne sont plus là, c'est très difficile de penser qu'elle va survivre à ses fondateurs. À moins qu'on arrive à l'imposer, à faire en sorte qu'elle soit un instrument de politique
économique et sécuritaire pour l'ensemble de ces 3 pays-là, pour permettre à ce que, quelle que soit la personne qui va être à la tête de ces 3 pays-là, qu'on puisse vraiment assurer sa survie. Comme d'ailleurs l'autorité de Teko Gourma. Alors, Albert, nos confrères du pays craignent qu'un éventuel bouleversement dans l'un des 3 pays pourra enterrer l'alliance. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident, c'est un peu comme l'histoire de la fédération entre le Burkina, le Mali, le Niger et la Guinée à l'époque. J'avais dit, c'était un projet aussi qui était taillé sur mesure, si on peut le dire ainsi, un projet porté par le premier ministre burkinabé Kielem, mais il suffisait qu'on change un premier ministre de ces 3 pays et puis c'est fini. Dans tous les cas, on n'a même pas eu le temps de le faire et puis, mais aujourd'hui on n'en parle même plus. C'est un projet qui n'est même plus d'actualité. Ici aussi, on a senti un peu de la précipitation dans l'élaboration de cette alliance. C'est vrai que c'est une alliance défensive, mais on a senti de la précipitation en faisant les choses. Et on a senti, quand on lit aussi entre les lignes, on sent quand même de l'émotion aussi dans la charte. Mais je suis persuadé, ce sont des textes, mais je suis sûr que dans la mise en œuvre, ça va être compliqué. Et je ne pense même pas qu'ils pourront mettre en œuvre cette charte-là, au-delà déjà des efforts qui sont faits entre les différents pays, notamment les patrouilles conjointes ou les missions conjointes contre le terrorisme, et parfois également les missions de secours qu'ils apportent déjà. Je ne pense pas qu'ils puissent aller au-delà de ça. Maintenant, c'est normal, ils cherchent à légaliser aussi leur action, parce que c'est comme on le dit, dans 10-15 ans, rien ne prouve qu'un de ces pays-là n'ait pu s'élever pour dire qu'aujourd'hui on poursuit tel décideur ou tel ex-décideur pour avoir commis des bavures sur notre territoire. Parce que dans ce cas de figure, c'est très délicat. Vous imaginez un pays membre qui se retrouve sur un autre territoire et puis après il y a une histoire de bavure, des meurtres, des charniers, et ça vous reste indéfinitivement, parce que c'est pas l'ONU, c'est pas la CPI, c'est pas l'Union africaine qui va dire aujourd'hui qu'au nom de votre alliance-là, on peut accepter des crimes qui sont commis sur tel territoire. C'est pas possible. Votre alliance peut-être ne vaut pas devant les juridictions supranationaux, internationales du moins. Votre alliance n'est pas une immunité pour ce qui va arriver. Et donc, on n'est pas à l'abri de ces situations-là, surtout que nous parlons d'une affaire de conflit ou d'une affaire d'agression, d'annexion. Demain, on touche du bois, mais ça peut arriver. Et là, vous allez vous retrouver devant des tribunaux où vous devrez répondre. Donc je pense aujourd'hui que chacun s'arrange pour mettre son action dans la légalité, mais je ne crois pas pour moi que c'est des choses qui vont tenir. Oui, réaction Michel Nano. Je voudrais ajouter que pour cette alliance, il faut déjà qu'à l'intérieur de chaque pays, qu'il y ait la vision, la cohérence sur les questions sécuritaires et sociopolitiques. Voilà. Si au niveau de chaque pays, on n'est pas solide en termes de conception théorique et opérationnelle de ce que nous voulons faire comme travail sur le terrain, c'est très difficile qu'on se retrouve ensemble à 3 et puis les choses vont fonctionner. Et je crois qu'au début, Nagarimo le disait, individuellement pris, chaque pays a ses problèmes. Sur le plan économique, c'est difficile. Sur le plan social, c'est difficile. Sur le plan sécurité, c'est difficile. Comment des pays qui sont dans des difficultés de cette façon-là sont capables de mobiliser les moyens humains, matériels, logistiques et mobiliser au-delà de leurs partenaires qu'ils ont actuellement, au-delà, parce que je ne suis pas sûr que les partenaires qu'ils ont actuellement là ont la capacité à eux seuls de pouvoir nous apporter ce qu'il faut pour combattre la guerre. Il faut aller au-delà. Vous prenez le cas du Burkina, nous avons le fonds de soutien patriotique. Oui, nous avons ce fonds-là. Malheureusement, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne suis pas sûr que c'est suffisant pour pouvoir, comment on appelle ça, assurer les dépenses. Nous sommes ouverts vers d'autres partenaires. Bien entendu, je doute que à un moment donné, que ces partenaires puissent vraiment nous amener, nous donner les moyens qu'il faut pour pouvoir combattre le terrorisme. Voilà. Je veux dire que pour que cette alliance puisse fonctionner, il faut qu'à l'intérieur de chaque pays, il y ait vraiment et la volonté et l'approche théorique, méthodologique et stratégique permettant à ce que, en mettant ensemble nos idées, nos politiques là, qu'on puisse avoir quelque chose de cohérent nous permettant de faire face aux défis. Alors, Daoud, oui. Allez-y. Non, je voulais dire, quand vous parlez des partenaires, il faut se dire que dans ce contexte actuel du Burkina, du Mali, du Niger, nos partenaires sont purement des partenaires commerciaux.
contrairement à ce qu'on voit par le passé ou partenaires. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que la Russie vienne vous donner des armes gratuitement. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que la Turquie vienne vous donner des armes gratuitement. Ce n'est pas possible. C'est des pays industriels en matière d'armement et qui les donnent ou qui vous achetez impérativement. Donc aujourd'hui, si on veut engager une guerre, peut-être, même aujourd'hui, on parle d'envoi de troupes, éventuellement des troupes burkinabées au Niger, mais imaginez-vous combien ça peut coûter un soldat par jour et en moyenne combien ça peut coûter la gestion d'un contingent par jour dans ce pays. Et si ce contingent doit faire 3 mois ou 4 mois, vous imaginez ce que ça peut coûter au budget de l'État burkinabé. C'est énorme. Mais comme le gouvernement par exemple dit que ça y va de l'intérêt de la paix au Burkina Faso, sous le couvert de la paix, il n'y a pas de problème, on est prêt à dépenser, mais il faut se dire que ça va crever l'économie et ça va crever le budget burkinabé déjà. Surtout qu'au niveau social aussi, c'est le courage. Parce que quand on voit aujourd'hui les taxes, ce qu'on supporte, c'est parce que c'est au nom de la guerre qu'on le supporte sans forcément faire beaucoup de bruit. Donc une guerre, c'est énormément de l'argent. Et si vous ne l'avez pas, il ne faut pas entrer. Si vous entrez tout de suite, vous risquez de subir beaucoup de défaites, non seulement sur le terrain, mais économiquement également. Vous allez mettre du temps pour se relever aussi. D'accord. Et vous, au niveau du quotidien, Daouda Kinda, vous estimez que l'Alliance des États du Sahel doit surtout tirer leçon de l'échec des précédentes initiatives? Oui, effectivement. Je parlais tantôt sur le plan des financements par exemple, où le G5 Sahel avait du mal à mobiliser de l'argent pour le matériel et tout ça. Et d'autres... Par exemple, comment dirais-je, la collaboration entre les différents pays et après, par exemple, le décès de Ibeka, enfin, après le coup d'État contre Ibeka et ceux qui ont pris le pouvoir au Mali, ils n'étaient pas trop impliqués dans les actions du G5 Sahel. Et après au Burkina, lorsque Damiba est venu, bon, ça continuait un peu, mais on sentait un peu de réticence. Mais après, on ne sentait plus d'action comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, cette alliance-là doit pouvoir s'appuyer sur tout ce qui n'a pas marché au niveau du G5 Sahel pour pouvoir les corriger et faire, parce que de toute façon, c'est presque les mêmes objectifs que ces deux alliances-là poursuivent. C'est parvenir à lutter efficacement contre le terrorisme, bouter les terroristes hors de nos frontières, en finir avec ce fléau-là qui handicape le développement de nos différents pays-là. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur toutes les initiatives qui avaient été prises pour atteindre les objectifs. Et en plus de cela, il y a le fait qu'on a parlé tantôt par exemple, les droits de poursuite entre les différents pays. C'était pour revenir un peu sur l'alliance des États du Sahel. C'est une couverture, je pense, une couverture juridique pour toutes les actions qui vont être menées. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça du moment où on est un peu isolé. Là, on ne peut pas fonctionner de façon esselée comme ça, où à chaque fois on prend des initiatives, on est obligé de communiquer entre pays. On prend des initiatives ponctuelles. Mais si on a une couverture juridique qui est là, on peut à chaque fois, sans forcément recourir peut-être au Parlement, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et vous faites bien d'en parler. La couverture dont vous parlez, on a tout à l'heure évoqué l'article 6 qui permet aux autres nations de pouvoir faire un devoir d'assistance. Et justement, Nabaloum, c'est dans un tel contexte que le gouvernement burkinabé a obtenu l'avis favorable de l'Assemblée législative de transition pour qu'un contingent burkinabé puisse aller au Niger en cas d'intervention de la CEDEAO, pendant que l'article 6 de l'Alliance permettait de le faire. Oh. Là, c'est parce que pour que des forces burkinabées aillent intervenir, aillent en mission militaire dans un autre pays, il faudra bien évidemment, effectivement, que l'Assemblée nationale puisse se prononcer. Nous sommes dans un cadre de transition où nous avons une Assemblée législative donc de transition. Quelle est la valeur donc de l'article 6 de l'Alliance? Non, tantôt j'ai parlé donc quand vous avez évoqué la question donc du contexte, moi j'ai dit c'est la menace, essentiellement la menace donc d'intervention de la CEDEAO qui intervient ici dans la création donc de cette alliance.
Sinon, on l'a dit, le Liptako Gourma existe, n'a pas encore été dissous, des questions de développement, des questions de coopération, au-delà donc des questions militaires entre donc les trois pays. Maintenant, quand on dit expressement, donc au nom donc de cet article-là, qu'on peut aller intervenir, devoir d'assistance, aller intervenir, assister un autre pays. Certes, il y a ce que dit l'article, mais on n'est pas encore hors démocratie, quoi. Les textes disent c'est l'Assemblée nationale donc du pays en question qui autorise l'envoi de troupes dans un pays donc étranger. L'article le dit, mais si notre Assemblée nationale, ici, Assemblée législative de transition, ne se prononçait pas sur cet envoi, ce serait un envoi illégal. Si il arrivait que nous perdions des hommes ou qu'il y ait des incidents sur les Burkinabés envoyés donc pour assister d'autres pays, notamment le cas donc du Niger, cela pourrait revenir contre l'État burkinabé qui aurait violé les textes en la matière en envoyant donc des troupes donc à l'étranger. Maintenant, je dis, est-ce que vous avez tantôt évoqué les questions donc d'interruption militaire du coup d'État, est-ce que les autres pays pourront intervenir? Vous voyez un peu la couverture, je crois que le mot est sorti un peu lors des débats tout à l'heure. Vous voyez un peu la couverture juridique qui l'encadre. En cas de coup d'État, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps donc de rassembler une assemblée législative qui est d'ailleurs en session permanente, l'assemblée donc des députés de transition pour autoriser donc une intervention pour empêcher un coup d'État dans un pays, en tout cas dans l'un des trois pays. Pour ce qui concerne le Burkina, au Niger ou au Mali. Donc il y a cette couverture juridique là qu'on met. Mais néanmoins, ça pose toujours problème par rapport à l'envoi des troupes burkinabées à l'extérieur. Ça, je ne suis pas très bien assis sur les questions juridiques en matière militaire. Mais si vous prenez sur les questions sociales, l'aspect social donc de la chose. Le contexte dans lequel nous sommes, on se dit, à seul, ça va être très compliqué. C'est clair, c'est connu, seul, ça va être compliqué. À trois, c'est pas encore évident. Il faudrait que l'ensemble donc, de la communauté, toute la sous-région se donne la main donc, pour pouvoir être, en tout cas se donner beaucoup plus de chances d'arrêter cette question donc, de lutte contre le terrorisme. Mais 30 secondes. Allez-y rapidement. La question sociale, un peu sur les mentalités. Vous voyez, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge comme on dit. Nous sommes encore dans des difficultés. Il y a des efforts qui sont faits, je suis d'accord. Mais le mal est encore là. Pratiquement chaque jour, on ressent, on entend, on écoute et ce qui se passe donc au fond. Parallèlement à ça, si on envoie des troupes pour la même affaire terrorisme là dans un autre pays pour combattre, vous voyez que ça pose un peu problème. La question d'autoriser de franchir les territoires, je suis tout à fait d'accord. L'intervention aérienne, je suis tout à fait d'accord. Mais envoyer des troupes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans un des trois pays, pendant que le contexte n'a pas encore changé, bon, j'ai quand même... Le ministre en charge de la Défense a été clair. Tout ce qui touche à la sécurité du Niger touche intrinsèquement à la sécurité burkinabé. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il dit aussi, sans être belliqueux, c'est son expression, c'est l'expression du ministre de la Défense, sans être belliqueux. Mais en disant sans être belliqueux, ça voudrait aussi dire qu'il y a comme disent les étudiants, en tout cas à notre époque, il y a derrière la tête là, l'esprit de se préparer à être belliqueux. Vous trouvez qu'envoyer le contingent, c'est un esprit déjà belliqueux? En tout cas pour les questions donc, de lutte contre le terrorisme, on peut se partager les forces en permettant donc de traverser les frontières. Mais envoyer des troupes permanentes pour la même question
qui sévit donc dans les 3 pays, bon, je trouve quand même que c'est un peu abracadabrantes, comme on dit. On va terminer le sujet avec vous, Michel Nana. Finalement, est-ce que l'Alliance ne constituait pas déjà le cadre juridique pour l'envoi d'un contingent burkinabé au Niger? Au Niger. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, je veux préciser que c'est le manque de solidarité entre les pays voisins qui a fait que le terrorisme s'est métastasé dans notre région. Si ensemble on avait réussi à empêcher l'intervention en Libye, si ensemble dans la région on avait réussi à porter secours au Mali, si tout le monde s'était mis rapidement dans le combat pour enrayer l'invasion des groupes terroristes, peut-être aujourd'hui on serait tranquille, mais chacun a laissé faire. Alors maintenant, chacun se rend compte que, bon, si je n'aide pas le voisin, ça va venir chez moi. Donc, de façon générale, je pense que c'est par débat de solidarité entre États que cette alliance a été créée. Et c'est par débat de solidarité aussi que je comprends pourquoi l'ALT va autoriser nos militaires à aller au Niger. Mais il y a quand même des appréhensions, des critiques qui sont formulées et dont il faut tenir compte. Parce qu'on a l'impression que ce qui guide plus dans cette autorisation d'envoi des militaires au Burkina Faso, au Niger, même si le gouvernement dit que c'est pour des impératifs sécuritaires, on a l'impression, et vous allez l'écouter dans l'opinion, que c'est par débat de solidarité entre putschistes. Ça, c'est un. Est-ce que le terrorisme fait une différence entre qui est putschiste et qui ne l'est pas? Non, je vais dire, c'est pour sauver un régime. Pas forcément contre le terrorisme, mais c'est pour sauver un régime qu'on pense que avec lui, on pourrait bien travailler. C'est ça, c'est un. Et de deux, c'est pour se prémunir aussi à l'intérieur, que ce soit au Mali ou au Burkina, c'est pour se prémunir aussi contre une intervention de la CEDEAO quand viendra le temps de passer à autre chose, parce que les transitions ont quand même des durées limitées et on ne sait pas comment ça va se passer. Et si on laisse la CEDEAO faire au Niger, au Burkina Faso, quand ça va prendre fin, on aura tendance à qu'est-ce qu'on va faire? La CEDEAO va intervenir chez nous aussi. Donc pour éviter tout ça, il faut d'abord se battre au niveau du Niger pour empêcher que la CEDEAO ne vienne. Autre critique, et les gens ont l'impression que même à l'intérieur du pays, on a des zones où on a des difficultés pour avoir des soldats pour les sécuriser. Donc, vous dites quoi? Si vous envoyez des soldats au Niger, ça veut dire que déjà à l'intérieur, vous avez la baraka pour faire face au groupe terroriste qui vous assaille. C'est ce que ça veut dire. Or, on sait qu'actuellement la situation est difficile. Ce sont des critiques formulées, on peut être ne pas d'accord, mais il reste que ce sont des éléments dont il faut tenir compte dans l'analyse. Et nous passons au deuxième sujet. Très rapidement. J'allais ajouter quelque chose. Parce que pour moi, je trouve que cette alliance, c'est beaucoup plus un outil politico-militaire ou un militaro-politique. Il est loin, ce document, cette charte est loin aujourd'hui d'être un document juridique parce qu'à mon avis, elle n'est pas passée devant une assemblée qui l'a ratifiée ou qui, je ne sais pas moi, les militaires ou les pouvoirs qui l'ont signé également, il peut y avoir ce débat de leur arrivée au pouvoir, est-ce qu'ils sont légitimes ou bien ils sont légaux pour signer un document comme ça qui engage tous les États. Tous ces problèmes-là peuvent se poser du jour au lendemain. Mais en attendant, on peut se dire que c'est un document politique sur la base de lequel ils travaillent éventuellement pour leurs opérations militaires, mais faire foi en tant que document juridique, ça va m'étonner que demain on puisse l'utiliser pour se défendre au niveau devant des institutions nationales ou encore à l'international. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette tribune. La 78e session des Nations Unies s'est ouverte à New York, aux États-Unis. C'est environ 145 chefs d'État qui se sont réunis, mais des chefs d'État a brillé par l'absence des autres membres des pays du G5, sauf celui de Joe Biden. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Daouda Kinda? Je trouve ça désolant. J'aurais aimé, par exemple, de voir tous les chefs d'État
venir à la tribune de l'ONU pour qu'on règle définitivement toutes ces crises qui mettent les pays dans l'embarras. Vous voyez la guerre Russie-Ukraine. Les pays viennent. Volodymyr Zelensky lui-même, il a fait le déplacement. Et j'aurais aimé que face à Volodymyr Zelensky, qu'il y ait d'autres chefs d'État qui sont impliqués dans cette guerre-là pour que définitivement on fasse taire les armes au niveau de l'Ukraine. Et que à partir de cette tribune de l'ONU là, on règle du même coup toutes les difficultés que nous, nos pays là, au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique, on a également, qu'on puisse les mettre sur la table et puis les régler définitivement. Sans quoi, on va toujours continuer à patauger comme ça. On va aller d'Assemblée générale de l'ONU à Assemblée générale et toujours revenir faire la même chose sans voir forcément que quelque chose a changé. Donc, moi, je regrette personnellement qu'on ait une Assemblée générale de l'ONU où les plus grands chefs d'État, bon, je ne vais pas dire boycott, mais qu'ils ne participent pas, qu'ils envoient simplement une délégation. Je ne sais pas quelle décision va sortir de cette tribune-là, mais bon, on gage espérer que quand même ça va permettre aussi de décanter des situations. Alors Albert, finalement, ça a connu la participation aussi de nos chefs d'État africains. On se pose la question, quelle est la valeur quand on sait que pour la plupart des discours de nos chefs d'État, ça se passe dans des salles vides? Mais ça, c'est une habitude. C'est une habitude. Ensuite, aujourd'hui, il faut se dire aussi que la méthode, l'ONU doit réformer aussi, revoir la manière dont les choses se passent, parce que c'est comme vous le dites, les discours qui se passent dans les salles villes, et de plus en plus aussi, il y a la réforme majeure au niveau de l'ONU aussi qui pose problème. Vous voyez, tous les chefs d'État africains demandent à ce que l'Afrique ait une place quand même permanente au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est un débat qui est posé depuis longtemps, et même la France également fait le plaidoyer pour que ça puisse arriver. Pas la France seulement, beaucoup d'autres pays également. On a vu les BRICS tout récemment font le plaidoyer. Ensuite, quand vous suivez par exemple le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui dit que personne n'a le monopole du monde aujourd'hui, après personne ne doit parler à la place de l'autre aujourd'hui, il y a ces pays africains qui ont le sentiment que l'ONU est devenue un objet entre les mains de certains pays, une minorité de puissance qui dictent leurs lois. Donc de plus en plus ça décourage les uns et les autres. La forme de débat aussi peut ne pas plaire à certains, parce que on connaît l'histoire de certains chefs d'État qui sont allés mais qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à des débats véritablement constructifs, d'échanges. Et puis, mais là, quand on regarde par exemple depuis le passage des chefs d'État africains jusqu'à aujourd'hui, c'est alarmant parce que on dit non, il faut montrer que l'Afrique n'est plus l'Afrique des guerres, l'Afrique des famines, l'Afrique des trucs. Mais quand on regarde le passage des différents chefs d'État, on est plutôt dans une, on va pas dire dans une vengeance ou dans un discours belliqueux. On est dans une offensive qui ne dit pas son nom. Et c'est une Afrique noire, c'est une Afrique écorchée qu'on a présentée. Quand on suit par exemple le président de la transition en Guinée, c'est la démocratie qu'on allait remettre en cause, la gouvernance démocratique. Ensuite, c'est les questions de comment dirais-je, de mauvaises pratiques qui ont existé depuis longtemps. Et quand on prend le Togo, c'est également cette Afrique qu'on ne veut plus qu'on nous dicte. L'Afrique ne veut plus d'ingérence. On veut que vous nous laissez. On est fatigué du paternalisme. Et quand vous prenez d'autres, c'est le terrorisme. C'est l'Afrique aujourd'hui qui est assaillie par le terrorisme, par l'insécurité. Il faut que le monde ouvre l'œil et apporte son soutien à l'Afrique pour combattre le terrorisme. Et vous avez de l'autre côté également ceux qui parlent de changement climatique, qui se mettent dans les rangs, qui se mettent dans des débats d'actualité, qui se mettent dans des débats occidentaux, parce qu'aujourd'hui, qui parle du changement climatique, c'est bien entendu l'Occident, c'est les plus grands pollueurs, mais c'est les moins également qui indemnisent l'Afrique. Et aujourd'hui, vous avez des présidents comme Macky Sall qui a fait son cheval de bataille à l'ONU, lui il parle du changement climatique, vous avez d'autres également qui parlent du changement climatique, et vous avez une bonne partie qui parle du terrorisme, de mauvaise gouvernance, de paternalisme. Et je pense que ce n'est pas ce message qu'on voulait voir à l'ONU. On voulait voir quand même le message d'espoir de l'Afrique qui rayonnera demain, de l'Afrique qui va être la prochaine destination. Mais on n'est pas véritablement dans les discours, on n'a pas quitté cette mentalité des années 50-60 où l'Afrique se rime avec la guerre, c'est la famine. Au-delà des discours et des diatribes, c'est l'édito du pays sur la question. Et au-delà du discours et des diatribes. Bien entendu, parce que nous notons que l'âge de l'ONU est devenu pour certains un défouloir.
un rendez-vous touristique où chacun va déverser tout ce qu'il y a dans son cœur. Nous estimons qu'il faut aller au-delà de ces discours-là et puis véritablement travailler à l'intérieur de chaque pays à répondre aux préoccupations des populations. C'est ce qui compte. Il ne suffit pas d'aller à l'ONU dire qu'il faut, on ne veut plus qu'on nous pardonne, on ne veut plus que quelqu'un décide à notre place. Il ne s'agit pas de dire cela. Il s'agit de travailler effectivement sur le terrain, à l'intérieur des pays, pour faire changer la donne, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, Aimé Nawaloum, au-delà de tout ce qu'on dit, il y a eu ce discours-là de Doumbouya qui n'est pas passé inaperçu. Il a dit, le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime, c'est aussi ceux qui manigancent pour rester au pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mon voisin de droite l'a dit tout à l'heure, c'est ressorti dans leur analyse. C'est des diatribes. On s'en va à l'Assemblée générale souvent pour, excusez-moi du terme, souvent pour se flinguer entre chefs d'État et pour se régler un peu, se régler les comptes sans véritablement de discours de fond sur des thématiques bien précises. Et quand aujourd'hui, par exemple, le Burkina estime que ce qui est la préoccupation majeure donc des populations burkinabè, du peuple burkinabè, de l'État burkinabè, c'est donc de démystifier les relations entre États. C'est un exemple que je prends. Si les autorités burkinabè estiment, veut communiquer, veut parler au monde entier sur la démystification des relations entre États, on fait un discours. Et un discours, voilà, il le dit, c'est pas des diatribes. Il faut une analyse fondée, soudée, pour que le monde puisse vous écouter. C'est des questions, ou du moins, les discours sont très souvent utilisés par des universitaires, par des intellectuels. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Burkina, on est en train intellectuels aujourd'hui, c'est en train je ne sais pas quoi, d'être mis sous le boisseau ou à la poubelle. Mais c'est ainsi va le monde. Vous n'y pouvez rien. Au lieu de cela, bon, je l'ai dit, on y va pour se régler donc des comptes. Et souvent, c'est un peu, à mon avis, ridicule. C'est très bas comme intervention. Parce que c'est quoi? Quand la préoccupation, vous avez pris l'exemple de la Guinée, la préoccupation du peuple guinéen, c'est quoi aujourd'hui? Il n'y a pas question donc de modifier la constitution pour rester au président, donc en Guinée actuellement. Il a justifié les successions des coups d'État en disant que c'est l'échec de la démocratie à l'Assemblée générale de l'ONU. Non. Et là, l'ONU n'empêche pas les coups d'État. C'est la preuve qu'ils sont là-bas. C'est peut-être à l'Union africaine. Voilà. Et le peuple guinéen devrait se dire, voilà celui qui parle du problème majeur de la Guinée, ce que la Guinée veut du monde. Au lieu de, moi je ne sais pas, j'ai peur de nommer, mais je ne sais pas exactement à quel chef d'État le président guinéen il s'adresse, mais il ne s'agit pas de cela. Moi je dis, par exemple les questions climatiques, aussi les questions climatiques au Burkina, est-ce qu'on peut faire un argumentaire, la voix du Burkina sur les questions climatiques, c'est quoi? Et que le Burkina aille le défendre du moins défendre cette position-là aux yeux donc de l'univers entier. Moi, je pense que les choses devraient être faites de cette manière-là. Quand on dit on veut plus être parlé, non, on s'assume. On dit ne le faites plus, chez nous ça ne se fera plus. Et c'est la voix du peuple, voilà, togolais, c'est la voix du peuple burkinabè. Et une fois de retour, et même avant, ça doit se ressentir. Il faut s'assumer. Au lieu donc, souvent, bon, ça ressemble un peu à des pleurnichards. Bon, et quand c'est comme ça, c'est infantilisant, comme je l'ai dit, c'est ridiculisant. Un peuple, il s'assume. Un homme s'assume, comme l'a dit quelqu'un. Un peuple, il s'assume. Vous prenez vos décisions et vous vous assumez. Quelles que soient les conséquences, vous les assumez. Maintenant, si vous commettez des erreurs, vous les assumez. Nous sommes au thème de l'émission. On va prendre l'avis de Daouda Kinda en 30 secondes. Quel est votre avis par rapport à cette sortie du président guinéen? Bon, les autres ont déjà dit
peut-être arracher les mots. Je pense qu'il allait juste faire, je ne sais pas dire Djanjouba là-bas, mais quand même regarder ce qu'il allait produire là-bas comme discours. C'est une sortie ratée pour vous. C'est ridiculisant. Moi, je ne retiens rien en fait de ce qu'il dit. En fait, c'est des choses ressassées tout le temps, qu'on écoute, qu'on entend, qu'on nous sait tout le temps. Mais véritablement, quel est le gain pour le peuple nigérien? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Rien, absolument. Voilà. C'est tout pour ce numéro de la Tribune des éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques de réalisation. Et on se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.